Vous commencez un projet, peut-être avec une nouvelle équipe, vous vous apprêtez à faire une phase de cadrage qu'on appelle parfois sprint zéro, mais est-ce vraiment une bonne idée? Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le sprint zéro et de pourquoi est-ce qu'on veut faire ça et aussi pourquoi est-ce qu'on voudrait s'en passer. Bonjour à tous, je suis Constantin Guay, coach agile Scrum Master. Vous êtes sur Scrum Life, la plus grosse chaîne francophone qui parle de l'agilité. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et bien sûr, activez les notifications. Et aujourd'hui, nous sommes au 100e épisode de Scrum Life. Incroyable. Alors, c'est pas la 100e vidéo parce qu'il y a tous les autres formats, mais c'est vraiment l'épisode numéro 100. Donc, bravo bien sûr à Jean-Pierre Lambert qui a initié cette chaîne. Et puis aussi à vous tous qui continuez de nous regarder, à vous abonner de plus en plus, prévenez les gens, partagez les vidéos. Un gros merci aussi aux tipeurs. Bon, on passe au sujet maintenant. On va faire d'abord un bref rappel de ce que c'est qu'un sprint zéro. Parce que ça a plusieurs définitions. Ça peut être un cadrage technique, on va parler d'architecture, et parfois même sans les devs, ou alors seulement avec quelques-uns. On va parler et parfois construire le socle technique, donc les bases du code, on appelle ça parfois de poser les fondations, comme en construction. On va aussi parler du cadrage produit, de la définition et du partage de la vision du produit et du business. Et souvent, ce sprint zéro, il va durer un temps qui n'est pas forcément en relation avec la durée des itérations futures. Donc ça peut être parfois le double des itérations, voire le triple des itérations. Pourquoi est-ce qu'on aime bien faire ça, ce sprint zéro? Et tout le monde, le business, les sponsors, les parties prenantes, le PO, les développeurs, au final, tout le monde aime bien ça. Ah oui, déjà, ça rassure. C'est un peu le truc, comme disait Jean-Pierre dans un article, c'est de préparer son sac pour pouvoir sortir. On essaye de se persuader que dans ce sprint zéro, on va rien oublier. On va prévoir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir survivre et faire un logiciel de qualité. On va aussi pouvoir faire la roadmap qu'on va partager aux parties prenantes. On va pouvoir parler et prévoir le budget de l'équipe aussi. Et puis cette phase en plus technique, ça permet aussi aux équipes de design ou aux designers de faire toutes les maquettes. Bon voilà, les architectes, ils ont donné toute l'architecture. On a aussi le modèle de données. Voilà, il sera comme ça. Et puis là, vous pouvez voir aussi les maquettes des différentes pages qui seront dans l'application. Puis du coup, on a la roadmap et le budget. Bon, ça m'a l'air bien tout ça. Bon je vous débloque le budget et puis vous pouvez commencer à y aller. Et puis faut produire. Je compte sur vous. Le sprint zéro, comme toute autre forme de cadrage, vous demande de prendre des décisions très impactantes sur le produit et sur la façon de le développer au moment au final où l'équipe en connaît le moins sur son produit, que ce soit fonctionnellement ou techniquement. Et ces décisions sont presque définitives, c'est un engagement qu'on prend sur des mois, parfois des années. Parce que justement, les fondations de comment est-ce qu'on va faire le produit, théoriquement, c'est fait pour que ça ne bouge pas ensuite. Puis c'est aussi peut-être le moment où l'équipe en connaît le moins sur elle-même, leur façon de travailler ensemble, comment ça va se passer. Du coup, comment on peut faire sans sprint zéro dans le vrai monde? Commençons par le backlog. Oui, si on n'a pas encore de backlog, il faut que l'équipe puisse faire des trucs pendant ce temps. C'est à mon avis oublié que faire le backlog, c'est un travail d'équipe. C'est pas que le PO, même s'il en a la responsabilité. Donc voilà, on vient de passer un petit peu de temps à parler du produit, de la vision, tout ça, de ce qu'on veut en faire. Donc je vous propose que maintenant on se concentre sur la petite partie qu'on a trouvée qui va apporter vraiment de la valeur très rapidement. Puis du coup, on peut le développer un peu plus. Et cette création de backlog, c'est aussi un travail itératif. L'écriture d'une user story, elle ne doit pas être parfaite tout de suite. C'est une discussion qui doit se créer entre le PO et les développeurs. Donc, on écrit le minimum possible pour justement créer cette discussion. Le but, c'est que chacun se comprenne et pas d'avoir tout formalisé par écrit. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un projet sans qu'il n'y ait rien qui ait été développé, ni même un début de backlog. En 1 heure, avec l'équipe, on s'est posé. Je leur ai fait faire un story mapping et puis de là, on a pu extraire des éléments et nous créer notre backlog pour les 3-4 premières itérations. On n'avait pas du tout regardé ce qui avait été fait avant, on s'est vraiment concentré sur ce qu'on pensait qui apportait de la valeur maintenant. Bon, super, maintenant on a notre story mapping assez macro, avec notre customer journey, notre parcours utilisateur qui va vraiment d'un bout à l'autre. Donc du coup, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on doit faire tout de suite.
Oui, c'est pas mal en effet. Bah du coup là, bon bah il va falloir se connecter avec le système d'authentification du groupe. Oh là là, attends là, du coup c'est pas si simple hein, le système d'authentification du groupe. Faut parler avec une équipe, ça va mettre plusieurs semaines rien qu'à se développer, à savoir comment on va faire. Hein. Attendez, si je comprends bien, on parle quand même d'un groupe d'une centaine d'utilisateurs sur lequel on se concentre. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple que de passer par le système d'authentification du groupe pour l'instant? Ouais, c'est vrai. Du coup, on peut peut-être partir d'abord sur un système un peu simple, login mot de passe, qu'on leur envoie à la limite à la main. On a 100 emails à faire, ça se fait quoi. Bon, alors je vois que le gars de la sécurité là, il n'est pas très chaud, mais on peut même bloquer par IP, hein, ce qui fait que au pire, ce sera restreint au bâtiment du groupe quoi. Puis ça, c'est faisable en allez quoi, 1 heure, hein, franchement. Ouais. Bon bah ça c'était pour le backlog et maintenant le design architectural, donc de l'application, le logiciel, ou bien même le design visuel, hein, les écrans. Tout ça au final, ça doit aussi émerger. Par exemple en code, on a des pratiques, le TDD, tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe là? On implémente un test qui doit échouer, on corrige le code pour que notre test passe au vert. Une fois que ça c'est fait, on refactor, c'est-à-dire qu'on remodifie notre code pour qu'il soit mieux intégré, joli, on va pouvoir éviter la duplication du code, tout ça, mais en vérifiant que nos tests passent toujours au vert. Et donc à tout moment, on a une tâche qui est done, qui est vraiment terminée, ça veut dire qu'on peut livrer le produit comme ça si on le souhaite. Il n'y a pas de code en plus au cas où, dans 6 mois on veut rajouter tel truc, non, on se concentre vraiment sur ce qu'on doit faire. Mais me direz-vous, avec une telle façon de faire de l'architecture, est-ce qu'on peut vraiment avoir une bonne architecture logicielle? Justement, ça va être le sujet d'un épisode dédié à ça. Mais en attendant l'épisode, moi je vais vous poser une question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous une bonne architecture logicielle? Répondez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Lorsqu'on développe une fonctionnalité sur la base de quelque chose qui a été fait pendant la phase de cadrage, pendant le sprint 0, est-ce qu'on a livré vraiment ce qu'il fallait faire et de la façon dont il fallait le faire? Ou est-ce qu'on a livré par rapport à ce qu'on a prévu de faire? Et c'est quoi la meilleure chose à faire? Bon alors j'ai fait quelques tests sur mon temps perso pour pas impacter la vélocité et du coup vu les données qu'on a récupérées là pour l'instant, les premiers jeux de données, en fait ce serait plus efficace je pense en performance d'utiliser une base plutôt NoSQL. Ah non on a déjà tout prévu que ce soit les connecteurs à la base de données, les schémas des tables, tout ça faudrait tout refaire ou tout jeter. Non on reste sur ce qui était prévu, c'est beaucoup plus simple et comme ça on jette pas de trucs. Et concernant ce qu'on appelle l'usine logicielle, la CI/CD, le Continuous Delivery, tout ce qui nous permet de livrer en production rapidement, c'est pareil, dans un premier temps, on essaye déjà de livrer quelque chose de tout petit, on fait juste du code qui nous permet de livrer une page Hello World, tout simplement. Et si déjà on a du mal à faire ça, comment est-ce qu'on peut espérer livrer un plus gros produit ou même prévoir ce qu'il faut pour livrer un plus gros produit qu'on n'a pas encore développé? D'ailleurs, j'entends souvent que ça permet de livrer ensuite plus vite. Mais plus vite en commençant plus tard, du coup, on ne gagne pas de temps. Souvent, on utilise aussi le Sprint 0 pour faire du team building, pour former l'équipe. Sauf que moi, dans mon expérience, une équipe, elle ne se forme pas comme ça, en quelques jours, quelques semaines, de théorie, de décisions à prendre, choses comme ça. Une équipe, pour qu'elle soit solide, elle se construit en faisant. C'est en développant, en collaborant, en livrant et en se trompant qu'un groupe de personnes devient une équipe soudée. C'est pas en faisant des séminaires ou des jeux ou des icebreakers tout le temps que l'équipe va se former. Là, en faisant ça, on ne fait que gratter la surface, c'est-à-dire on va gratter la structure de l'équipe, c'est-à-dire leur rôle respectif, mais on n'attaque pas vraiment l'organisation de l'équipe, c'est-à-dire la façon dont les gens vont interagir entre eux et vont travailler entre eux. Là, je vais vous parler de mon livre préféré du moment, La faillite de la pensée managériale de François Dupuis. Il parle très très bien de cet effet de différence entre structure et organisation pour une transformation d'entreprise, par exemple, mais pour moi, ça marche aussi vis-à-vis d'une équipe. Je vous invite vraiment à le lire. La definition of done. La phase de cadrage, c'est aussi le moment de faire une definition of done, mais en béton. En fait, non. Une definition of done, c'est vivant.
On doit la créer, alors on va se dire le minimum, peut-être qu'on va reprendre l'habitude des gens dans l'entreprise, ou tout simplement, grâce à leur expérience, on va écrire 2-3 trucs de definition of done, mais on va la créer, on va la faire évoluer à chaque itération. En rétrospective, on se demande comment on pourrait faire mieux, et on va ajouter à la definition of done des éléments contraignants ou pas pour l'équipe, pour aller vers la qualité. Et en fait, le sprint 0, c'est un sprint comme les autres. On y discute d'archi, de design, de vision produit, comme à tous les sprints. Parce que discuter de tout ça, ça ne devrait pas s'arrêter après le sprint 0. On le fait pendant tous les sprints. Si vous préférez, moi je pense qu'au final, le sprint 0, ça doit être constamment, à chaque itération. On fait à la limite un mini sprint 0 qui va nous permettre de nous remettre sur le bon chemin si on veut. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait. Review, rétro, daily, planning. Toute cette phase de cadrage qui est quand même nécessaire, la vision produit, tout ça, la discussion technique, est-ce qu'on peut vraiment le faire dans un sprint? Effectivement, on peut faire le cadrage essentiel dans un sprint. Et même dans un sprint court, par exemple un sprint d'1 semaine. Donc par exemple la définition des rôles. La définition des rôles, c'est 1 heure, vous lisez le Scrum Guide, vous en discutez un petit peu. De toute façon, les gens, s'ils connaissent déjà pas leur rôle, c'est pas ça qui va leur changer la vie. Ils découvriront en faisant, en pratiquant, et puis avec l'aide du Scrum Master, bien sûr. Comprendre le métier et les objectifs, par exemple, moi je mettrais ça à 2 heures. C'est largement suffisant pour définir les bases, on n'a pas besoin de rentrer trop dans les détails, parce que de toute façon, la plupart des gens vont pas retenir ce qui s'est passé, ils vont pas savoir avec qui parler. On aura besoin de le répéter, donc autant passer vite dessus. Discuter du backlog. Une demi-journée me semble largement suffisant. On va pouvoir voir les premiers points, les points vraiment bloquants, là où on sait ce qu'on peut faire et comment le faire. Puis on va essayer de trouver là où ça a le plus d'impact par rapport à ce qu'on peut faire tout de suite. Les choix techniques, pareil, une demi-journée. L'équipe va se réunir pour décider un petit peu de comment ça va faire, comment ils vont faire. Le but, c'est de se coordonner pour se dire comment est-ce qu'on écrit notre première ligne de code. L'usine logicielle, par exemple, si on va mettre en place des éléments pour déployer, pareil, au maximum une demi-journée, ça devrait être suffisant et tout le monde s'y met. Comme ça, tout le monde sait le faire. Et les indicateurs, une demi-journée à une journée, savoir comment est-ce qu'on va mesurer notre impact sur le produit, comment est-ce qu'on sait si on fait des choses bien, ça devrait être largement suffisant. Soit en tout, 3 jours maximum, ça suffit largement. Et ensuite, on produit du code, on produit du logiciel, et comme ça, on a du feedback tout de suite. Est-ce que c'est si grave d'accepter ou de proposer de faire un sprint 0 au final, ou une phase de cadrage? Pour moi, ce qui est gênant, c'est qu'au final, c'est du waterfall déguisé. Et du coup, on n'aide pas l'entreprise à dépasser ce mode et à changer, à se transformer, à évoluer vers plus d'agilité. C'est vrai qu'il est possible que dans certains contextes, on ait besoin d'un sprint 0 pour pouvoir, par exemple, avoir un environnement de déploiement, de test, ou même tout simplement pour avoir une machine de développement qui fonctionne, il faut parfois plusieurs jours pour la faire fonctionner. Oui, j'ai déjà vu des environnements de développement, la machine du développeur, où il faut plusieurs jours pour le faire fonctionner. Moi, j'aime bien ce que dit Martin Dalmegin. Le sprint 0, c'est peut-être une excuse pour les équipes pour ne pas fournir un logiciel opérationnel tout de suite. Le sprint 0, c'est une réponse facile, mais peu efficace et qui ne vous permet pas d'adresser les vrais problèmes de l'entreprise. S'il faut plusieurs jours pour installer un poste de développement, peut-être qu'il faudrait travailler là-dessus. S'il faut plusieurs jours pour avoir un environnement de déploiement, peut-être qu'il faudrait que l'entreprise travaille là-dessus. Et du coup, pourquoi pas que l'équipe le fasse. Le but est que pour cette équipe ou pour les prochaines, ce soit plus fluide de se mettre au travail et de produire de la valeur plus rapidement. On évite le gâchis. Et ce que j'aime bien avec cette idée de ne pas avoir de phase de cadrage, ou en tout cas assez courte pour que ce soit fait dans le sprint numéro 1, c'est que ça vous pousse, ça vous contraint à adopter des bonnes pratiques et à faire changer les pratiques qui ne le permettent pas. Un petit peu comme le sprint d'1 semaine. C'est la loi de Conway, Le logiciel est le reflet de l'organisation qui l'a créé. Comment pourrait-on créer un produit qui s'adapte si notre façon de créer ce produit est déterminée à l'avance? Si vous voulez faire un sprint 0 ou une phase de cadrage, mais qui est la plus courte possible et pendant laquelle vous livrez quand même quelque chose de fonctionnel, un produit fonctionnel, même si on ne le déploie pas en production, mais au moins on peut le tester, ok, mais à ce moment-là, pourquoi pas l'appeler sprint 1? Et si vous pensez que c'est pas possible de vous passer d'un sprint 0 dans votre contexte,
dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter et on verra si on peut pas faire un BBL ou autre pour venir en parler chez vous. J'attends bien sûr vos commentaires, nombreux commentaires. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!